Bonjour. Notre projet s'intitule Détection de bâtiments sur les images dérivées du LIDAR. Puis celui-ci a été fait par Simon Lemay-Lausière, Alex Mayotte et Kevin Lamontagne. L'objectif du projet, ça a été d'évaluer la faisabilité d'utiliser des images LIDAR pour permettre la notation semi-automatique des bâtiments. Puis notre jeu de données a été généré aussi en utilisant à l'aide des empreintes de bâtiments. Pour la création du jeu de données, on a utilisé l'imagerie LIDAR du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Donc, on est venu dessiner un polygone autour de la ville de Québec, puis on est venu chercher après ça les tuiles du LIDAR qui intersectaient la ville de Québec. Après ça, on a découpé chacune des tuiles en petites tuiles de 64 mètres par 64 mètres, puis à l'aide du jeu de données d'empreintes de bâtiments de la ville de Québec, on a annoté nos tuiles entre la classe bâtiment et la classe non bâtiment pour constituer notre jeu de données. Donc, on peut voir ici un exemple de données qu'on a utilisé pour l'entraînement. Ça, c'est un exemple de tuile extraite du modèle hauteur de canopée sur lequel les arbres et les bâtiments sont visibles. Euh, la hauteur qu'on voit ici, ça représente la hauteur relative à partir du sol. Quand les données LIDAR sont acquises, c'est un avion là, qui balaye le sol avec un laser. Puis selon le temps que ça prend au laser pour revenir jusqu'au sensor sur l'avion, dépendamment de si le rayon passe à travers la canopée ou non, ça donne différents temps de retour. Puis avec ça, le ministère de la Forêt et de la Faune des Parcs sont capables de créer deux produits dérivés qui sont le modèle numérique de terrain et le modèle numérique de surface normalisé ou le modèle hauteur de canopée. Nous, c'est ce dernier-là qu'on a utilisé ici pour faire l'entraînement de modèle. Donc, on peut voir ici l'architecture du réseau de neurones qu'on a utilisé pour notre modèle. On a utilisé l'architecture qui nous avait été fournie pour le devoir 4, auquel on a enlevé une couche de convolution, étant donné qu'on utilisait seulement des images 64 par 64. Puis on a rajouté des sorties pour l'activation d'une des dernières couches de convolution pour avoir l'activation et le gradient de l'activation à cette couche-là pour nous permettre de calculer des visualisations de type GradCam. On va en parler un peu plus tard. Puis après le Global Average Pooling, on a aussi rajouté une sortie pour avoir les feature vectors, vu qu'on fait de la réduction de dimensionnalité dans le projet. On va vous présenter ça un peu plus tard. Lors du premier entraînement, on voit qu'il y a un surapprentissage important. Ça, c'est dû, dans le fond, on avait juste un dropout de 0.5 avant la dernière couche pleinement connectée. Donc, on voit que la perte en entraînement descend quasiment jusqu'à 0 et la perte en validation monte jusqu'à 2. Donc, c'est ça. Ça signifie qu'on a un bon surapprentissage. Lors du deuxième entraînement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté de la régularisation. On a ajouté du data augmentation. On a tourné l'image dans tous les sens qu'elle pouvait être tournée. Et puis, on a rajouté du dropout, donc un dropout de 0.5 après chaque couche de convolution et un dropout de 0.7 avant la dernière couche pleinement connectée. On voit que la perte descend proche de 0.30 en entraînement et aussi en validation. Bon, c'est ça. Pour le deuxième entraînement, on voit que l'accuracy en validation monte quasiment jusqu'à 90. Donc, c'est très bien. Et puis, finalement, lors du troisième entraînement, bon, on a ajouté des métriques. On a mis un taux d'apprentissage qui était 10 fois plus élevé. Puis, ce qu'on constate sur le graphique, c'est que la perte descend jusqu'à 0.25 en validation, qui est quand même meilleur environ 0.28 en entraînement. Donc, c'est des résultats très intéressants. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'overfitting ici. Pour le troisième entraînement, voici quelques métriques. Dans le fond, en haut à gauche, on a l'accuracy qui monte jusqu'à 90%. Ensuite, en haut à droite, on a le coefficient de corrélation de Matthews qui monte environ jusqu'à 78%. Puis finalement, en bas, on a the area under the receiver operating characteristic curve qui monte en validation jusqu'à 96%, puis en entraînement jusqu'à environ 94%. Donc, après l'entraînement, on a roulé notre modèle sur notre jeu de données de test après l'entraînement. Et puis, on a obtenu à gauche cette matrice de confusion. On voit qu'il y a beaucoup plus de faux négatifs que de faux positifs, environ 4 fois plus. Ça peut être lié à deux facteurs. Un, c'est qu'on avait beaucoup plus d'images de non-bâtiments que d'images contenant des bâtiments. Donc, on avait environ 85 000 images de non-bâtiments comparé à 53 000 images de bâtiments. Puis un autre facteur qui pourrait expliquer ça, ça serait qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient cachés par des arbres, donc c'était difficile pour notre modèle de les trouver. Puis à droite, on voit qu'on a une accuracy qui est montée à 90,4%.
Donc, pour comprendre un peu comment notre modèle interprétait les images, on a implémenté un GradCam qui permet de visualiser un peu l'attention du modèle par rapport aux différentes zones de l'image. Donc, le procédé, c'est qu'on fait une propagation avant d'une image dans le réseau, donc une prédiction, puis on sauvegarde les activations de la dernière couche de convolution, le dernier ReLU, puis on enregistre un hook dessus afin de permettre de récupérer les gradients durant la rétropropagation. Après la prédiction, on met le gradient à 1 pour la classe souhaitée, bâtiment, puis on fait une rétropropagation. Après ça, on est capable de venir calculer l'importance de chacun des neurones sur la couche de convolution qui vient avant l'activation. Donc, on fait un Global Average Pooling sur les gradients de l'activation. Dans notre cas, ça nous ramène avec un vecteur de 64 par 1. Puis, on fait une combinaison linéaire des activations qu'on a obtenues durant la propagation avant. On pondère ces activations-là par l'importance de chaque neurone. On applique un ReLU sur le heatmap qui est obtenu. Dans notre cas, c'était un heatmap 6 par 6. Puis on fait une interpolation bilinéaire pour que le résultat corresponde à la taille de l'image. Puis on obtient un résultat ici, comme on voit. Euh, dans le fond, ça, c'est la zone de l'image qui a le plus contribué à ce que le modèle prédise cette image-là comme étant un bâtiment. Puis on voit que le modèle a réussi à détecter le bâtiment, donc c'est encourageant. Donc on va vous présenter l'analyse des résultats de notre modèle. On a cherché à aller voir c'était quoi les faux négatifs pour lesquels le modèle était le plus confiant de sa réponse. On voit ici que c'est, comme on s'y attendait, les zones pour lesquelles les bâtiments sont cachés par des arbres. Malgré tout, on voit que l'attention du modèle se porte dans des zones qui sont pertinentes, comme on voit ici l'image en haut à gauche. Il y avait des bâtiments dans l'image. Ils ont été spotés par le modèle, mais ce n'était pas suffisant pour que la tuile soit classifiée comme étant un bâtiment. Donc là, on voit la limite un peu de notre approche. Si on était allé avec une approche par segmentation sémantique pour pour classifier chacun des pixels comme étant bâtiment ou non bâtiment, on aurait probablement eu des meilleures performances que comme là. C'est une des limites de l'approche qu'on a choisi d'utiliser, mais on voulait garder ça simple pour le projet de session. Donc, dans les exemples de faux négatifs, c'est ça, on voit des tuiles qui touchent à peine des bâtiments, mais qui étaient annotées comme étant bâtiments, puisqu'ils intersectaient juste un petit peu là, les empreintes de bâtiments de la ville de Québec. Puis pour les faux positifs maintenant, il y a différentes catégories de faux positifs. On voit entre autres que la citadelle de Québec a été détectée ici. C'est une forme géométrique bien découpée qui est beaucoup plus haute du reste. Donc effectivement, ça ressemblait quand même à un bâtiment sur le modèle hauteur de canopée. On voit des containers derrière le centre Vidéotron qui ont été détectés aussi comme étant bâtiment. On voit un viaduc sur Henri IV qui a été aussi classé comme bâtiment. On voit des beams de l'usine Canam sur Robert Bourassa qui ont été détectés comme bâtiment. Puis il y a littéralement un bâtiment qui n'était pas annoté, que notre modèle a réussi à détecter dans la ville de Québec. Donc ça, c'est encourageant, ça montre que notre approche fonctionne. Puis, pour les images pour lesquelles le modèle est le plus incertain de sa réponse, dans le fond, on a regardé les prédictions du modèle sur toutes les images, puis on les a classées en ordre de distance avec 0.5. Donc, les images pour lesquelles le modèle était le plus incertain de sa réponse, on voit que c'est surtout des images pour lesquelles il y a à la fois des arbres et des bâtiments de présents. Donc, encore là, une approche par segmentation sémantique aurait pu permettre d'éviter un peu cette situation-là. Un autre exemple d'image pour lequel le modèle est confus, bien là, on voyait un bâtiment beaucoup plus haut avec des images, avec des voitures dans un stationnement qui ont peut-être été confuses, qui ont peut-être été prises pour des bâtiments par le modèle. Donc, en poursuivant, on a fait de la réduction de dimensionnalité avec les feature vectors de toutes les images. Donc, on a utilisé les vecteurs de caractéristiques avant la couche pleinement connectée. On a récupéré ces vecteurs-là pour toutes nos images, puis on a fait de la réduction de dimensionnalité pour voir les clusters qui se formaient. On a utilisé l'outil de réduction de dimensionnalité UMAP, puis on arrive avec des résultats assez intéressants. Donc on voit ici que il y a une progression entre le non-bâtiment et le bâtiment. Ça, c'est en utilisant une métrique euclidienne. On voit ici avec différents paramètres pour UMAP, on obtient des caractéristiques différentes. Le résultat est assez intéressant. Puis, en utilisant une métrique cosine, on voit qu'il y a vraiment 4 clusters qui viennent se former. Donc, on a fait du clustering avec K-means. Puis, on a voulu aller voir c'était quoi les images qui étaient représentées dans ces clusters-là. Donc, on a choisi les 16 images qui étaient le plus proches du centre de chacun de ces clusters-là. Puis, on obtient les résultats qui sont ici.
Donc, c'est quand même intéressant. Là, on voit que le modèle a réussi à grouper ensemble des images qui sont similaires. On voit des images de terrain agricole ici et sur la ligne ici, donc des lignes parallèles. On voit que deux clusters qui étaient représentés par des tuiles complètement couvertes par des arbres. Ce qui semble distinguer la deuxième ligne ici, c'est qu'il semble avoir une route qui passe à travers il semble avoir des routes qui passent à travers les arbres qu'on peut distinguer par des lignes plus sombres. Sinon, les deux clusters pour lesquels le modèle était le plus incertain, c'est celles pour lesquelles il y avait à la fois des arbres et des bâtiments. Donc le cluster 2 ici, puis le cluster 8 en bas. Finalement, on a visualisé les faux positifs, les faux négatifs, puis les images pour lesquelles le modèle était confus dans l'espace à dimensionnalité réduite. Puis on voit que c'est surtout la zone qui contenait à la fois des bâtiments et des non-bâtiments qui est que le plus d'exemples par rapport à ça. Donc, ça conclut notre présentation. On espère que vous avez apprécié. On vous souhaite un bon temps des fêtes.